C'est toujours difficile et en même temps super excitant pour moi de présenter les nouveaux numéros de Moebius parce qu'ils sont toujours très différents les uns des autres. Donc après d'avoir offert une couverture somptueuse, mais il y avait quelque chose de sensuel, quelque chose de très intriguant dans cette couverture-là. Après nous avoir offert cette couverture-là pour le numéro 164, l'artiste en résidence, Éléonore Goldberg, nous offre cette fois-ci pour le numéro 165 une couverture beaucoup plus intrigante, percutante et je dirais même inquiétante, qui est vraiment à l'image du numéro. Donc, je vais laisser Olivia Tapiero et Marc-André Cholet te présenter le numéro, mais je veux quand même dire que les textes qu'on retrouve dans ce numéro-là sont extrêmement variés. Ils jonglent tous avec beaucoup d'émotions. Ils jonglent avec le malaise, je dirais, tant la poésie, la prose, on retrouve aussi du collage. Donc, j'ai très hâte que vous les lisiez et j'ai très hâte aussi de savoir ce que vous en avez pensé. Donc, voilà, le nouveau numéro de la revue Moebius. Écoutez, je serai votre chien, un bon chien, mieux que tout autre chien. Oh, bonsoir. Bienvenue au lancement du numéro 165 de la revue Moebius. Merci d'être aussi nombreux et aussi nombreuses ce soir pour cet événement virtuel mais néanmoins festif. Donc ce numéro magnifique a été co-dirigé par mon collègue Marc-André Cholet-Héroux et moi-même, Olivia Tapiero. On est vraiment tous les deux choyés d'avoir pu accompagner les textes qui se trouvent dans ces pages. Et donc vraiment, je tiens à remercier les autrices et les auteurs de nous avoir fait confiance avec leur écriture forte, singulière, vulnérable. Et parce qu'il y a beaucoup de vulnérabilité dans le processus d'édition et c'est pour ça que c'est un travail d'amour en fait. Donc merci, vraiment. Et donc il faut le dire, en fait, c'est le dernier numéro qui est piloté par mon collègue Marc-André, et c'est aussi le premier numéro que je dirige à titre de membre du comité de rédaction de Moebius, ce qui est comme un nouveau développement qui est le bienvenu dans ma vie. Alors voilà, le chant de cygne de Marc-André se joint à mon chant de chienne, et les deux se confondent en fait ici pour ouvrir un espace à ces textes singuliers, tordus, canins et délirants qui font ce numéro. Donc j'espère vraiment que vous savourez les quelques extraits qui vous seront partagés ce soir. Bonne soirée. Entrer dans la mie, une mèche dans le cuir blanc du miroir. Se confondre. Les femmes des films font ça. La police de l'autre, une bulle, un micro-cri de femme dans le ravage de l'autre. Une peau familière, parfaite symétrie. Nous sommes des chaises. Nous apprenons à bouger comme une femme fascinante, pour oublier que nous avons des mères, que nous venons nécessairement d'une autre femme. Les bijoux de la plaie à l'hygiène douce d'une autre. Je cherche ma vraie bouche dans l'amitié. Je cherche qu'on me fasse l'amour comme une amie, une tante familière. Je pourrais me glisser, être un bracelet à noyer dans les artères d'une fille qui nage vers les ombres nuageuses de mes seins. Les gestes sont installés en performance. Nous cherchons toujours l'air de l'autre, en levant les drapeaux de nos draps, les éventails de nos lacs. Les autres femmes continuent à rouler doucement, à faire ronronner les bruits robotiques d'un instrument de nettoyage, endormi dans l'effort d'être une femme.
Nous gardons une tête d'avance sur toutes les autres. Allô, mon nom c'est Julien Pierre Boisvert et je vais vous lire un extrait de mon texte Un bon garçon publié dans Mébius numéro 165. Quasimodo, je l'ai rencontré par une chaude journée d'été avec le ventilateur d'en face et, objectivement, c'est vraiment la pire version de Quasimodo, celle de Disney. Il est pathétique à peine les 10 premières minutes du film, sa voix est parfaite, genre hyper claire. Et le seul moment où il comprend sa place, c'est la minute et demie dans la chanson Rien qu'un jour, où Frollo lui dit « Tu es un monstre » et il répète « Je suis un monstre » et voilà, le film aurait pu s'arrêter là. Quasimodo est un chien. C'est peut-être un peu fort de dire que c'est un monstre, mais Frollo est son maître. C'est lui qui choisit et un chien, ça veut plaire à son maître. Les autres enfants qu'on avait écouté le film en classe étaient tous contents que Quasimodo s'émancipe comme ça et qu'il devienne un héros à la fin du film. Moi, ça me mettait une mauvaise humeur et même si je savais que quelque chose clochait avec mon interprétation de la chose, je disais rien. Je disais rien et je souriais parce que je savais que quelque chose clochait à l'intérieur de moi et je voulais pas attirer l'attention sur moi. Un peu plus tard dans ma vie, j'ai décidé de lire Notre-Dame de Paris pour en avoir le cœur net. Et j'ai été en fin de compte beaucoup plus satisfait par l'original. Dans Notre-Dame de Paris, le livre, Quasimodo connaît mieux sa place. Il écoute Frollo pendant quasiment toute la durée du livre comme un bon serviteur, un bon bossu, un bon soumis. À la fin, il est tellement investi dans sa relation dominant-dominé qu'il crisse des roches sur la tête des sans-papiers, leur verse de la lave dessus, puis eux, ils brûlent. Puis lui, il joue son rôle. Il ne se fait pas désaccroire. Il connaît sa position dans le monde qui est celle au bas de l'échelle. À la niche Quasimodo, au pied Quasimodo, puis sort juste quand on me dit de sortir. Ça, c'est le vrai Quasimodo, celui que j'aime, celui que je comprends. Pour bien des gens, le livre, c'est la meilleure version possible. C'est l'original, bien évidemment, et c'est difficile de faire mieux que l'original. Sauf si on s'appelle Luc Plamondon et que son Quasimodo, c'est Garou, le plus bel homme de la planète, de 97 à 2002, et le plus bel homme à être né à Sherbrooke de tous les temps. Ça, je prendrai aucun argumentaire, j'ai raison, parlez-moi pas de Vincent Vallière, sacrement, il n'arrive pas à achever de Garou Vincent Vallière, sacrement. Et voilà, la suite, dans le recueil, la revue. Au revoir. Un élève modèle, un petit chien docile. Allez-y, amusez-vous. Faites-moi danser, faire le beau, courir après une balle. Je sais même lever la patte. Je suis de cette crasse, de ce peuple, toujours prêt à se rouler par terre pour un biscuit. Allez-y, crachez votre venin, hurlez vos invectives, promulguez vos décrets. Si vous me dites « ne touche plus terre », je flotterai jusqu'à nouvel ordre. Je ne sais penser à autre chose. Nous sommes à la ferme, chacune la main bien loin dans un veau. Je pourrais passer la vie à me faire téter. En juillet, les fenêtres de la serre restent fermées, le sol pourri. Lécher sa langue salée, le bout des mamelons écarlates de cette chose animale qui me suit depuis l'enfance. Porter mon attention sur le papier peint défraîchi, sur l'odeur de la poussière, sur les murs bourrés de carcasses, quand il n'est pas au train. Le parasite se couche de tout son long, pond, prend tout l'espace, enveloppe la fraîcheur. Avec mamie, nous récitons des « Je vous salue Marie ». Je tiens les petites perles entre mes doigts courts, pense à autre chose.
Garder le sang intact, se relancer la doctrine, infester la jeunesse. La gangrène est une maladie héréditaire. Alors, ça s'appelle Cicatrice et ça commence avec une citation de Philippe Dumaine. Une chair à chair, une ligne directe de communication entre les corps. Oui, mais encore. Entre les entrailles. Oui, mais encore. Entre les sangs. J'entends le trottinement des chiens, les petites griffes candides contre le trottoir de notre banlieue aérée, avant de sentir l'humidité de son mufle contre ce qui se crispe en moi à mi-chemin entre l'extrémité du majeur et le plexus solaire. Mais cette ville, Laval, ne saura jamais accueillir les tremblements ni les souffles courts, alors je transpire en silence jusqu'à ce que les chiens m'abandonnent dans l'étourdissement où les frissons s'installent. La peur a une origine. Elle arrive de plus loin que le corps. Tu as une cicatrice, papa, une cicatrice qui débute à la commissure droite et qui s'allonge jusqu'au philtrum. Là, le tissu conjonctif se creuse plus qu'il ne s'élève. Souligné de petits zigzags, c'est une trace blanche de lune qui redessine autrement la forme de tes lèvres. J'en caresse le sillon d'un doigt fin. Tu fermes les yeux pour sentir mieux ce qui ne s'efface. Et parfois, les muscles de ta joue grimacent à la mémoire canine. On repasse le scénario ensemble. Tu marches avec les amis. Vous êtes adolescent, des enfants jouent, tu ne sais pas, au hockey, au ballon chasseur. Le chien est là, soudainement, il n'est plus là, te mord la lèvre supérieure, tu saignes et c'est tout. Tu dis, être à la mauvaise place au mauvais moment. Je n'y crois pas. À Laval, les chiens répondent au doigt et à l'œil. Tu parles d'un risque souterrain, sauvage. Tu n'utilises pas ces expressions, mais c'est là. Le danger, ça guette. Notre filiation a été construite de corps en corps. Tes marques m'habitent autant qu'elles travaillent ta chair. Tu n'auras pas eu besoin de mots. Ta peau aura parlé à ta place. Je pense, la peur engendre la peur. Et maintenant, je dois guérir de traces invisibles. Je m'excuse, papa. Les chiens n'attaquent pas pour rien. Pas à Laval. J'énumère les raisons de la morsure. La faim, légitime défense. Tu marches avec les copains, adolescents, gang de tannants, petits bums des années 70. Je me demande, et si c'était toi? Et si la frousse canine, c'était toi? Et si la violence, latente, en creux, c'était vous tous, les garçons? Mais voilà, tu répètes. Il te mord la lèvre supérieure, tu saignes, et c'est tout. Ce qui me resterait alors de toi, une habileté à fuir, la vitesse du cœur, des stratégies d'évitement, l'amour comme une honte, un caillot autour du mot tristesse, les croûtes d'un trauma, quelque chose comme une absence, une déconnexion muette, l'infection cachée de la colère, le pouvoir en lieu de puissance, c'est-à-dire une affinité avec tous les hommes, ou encore être perçu comme une menace. Tu me décris la douleur, l'hémorragie, l'arrivée à l'hôpital sur la banquette arrière de la vieille berline de grand-papa, la lampe chirurgicale au-dessus des points de suture, le rétablissement, les moqueries des autres garçons. Finalement, tu décris la honte et ses pansements. Nous avons reçu Laval comme une lésion. Ces boulevards effilés, l'institutionnalité brune de ces bâtiments, son logo candidement géométrique ne savent accomplir rien d'autre que taire la peur sans la calmer. Rien d'autre qu'oublier que des corps, papa, habitent aussi les garçons. Cette cicatrice n'est pas une victoire, mais l'histoire s'achève dans l'accolade de nos coups. Que tu aies mordu le premier ou non, je te vois, papa, chancelant, ébranlé, ouvrant un espace où ta parole porte
au loin, et comme un jongleur gêné, quelque chose de la fragilité. Merci. Au primaire, je payais une fille pour qu'elle m'étrangle pendant la récréation. Elle avait toujours aimé me faire mal, même gratuitement. Elle tirait mes cheveux, en arrachait, me frappait puis me crachait dessus. Ses ongles s'incrustaient dans la peau de mon poignet pour y graver des sillons mauves, mais ce qu'elle préférait, c'était entourer mon cou de ses mains maigres, serrées jusqu'à ce que mes genoux fléchissent. L'image de son visage qui me surplombait, défiguré par la haine, affolait quelque chose dans mon ventre. Étourdie par le manque d'oxygène qui envahissait mes poumons comme une fumée sombre, j'étais hors de mon corps. Plus rien que ce long frisson, un tremblement que je voulais éternel. Une fois, après qu'elle eut desserré sa prise, je lui ai demandé de recommencer. Elle a refusé, faussement outrée, dégoûtée. Alors, je lui ai tendu les 75 sous que mes parents me donnaient tous les jours pour un biscuit à la cafétéria. Nous venions d'apprendre les fractions en classe et fiers d'appliquer notre nouveau savoir, nous avons conclu que 3/4 de dollar correspondait à 3/4 de minute. Ça me semblait honnête. Ainsi, à l'abri des regards, récréation après récréation, les 75 sous de mes parents se transformaient en 45 secondes d'apnée enivrante pendant lesquelles j'étais engloutie comme au plus profond d'une mer d'encre. À compter de ce moment, de ce marché conclu, nous étions complices. Nous partagions un secret, un tabou, un jeu à nous. Parfois, nous nous donnions des rôles. Elle était une docteure sadique, moi une patiente affligée par une maladie imaginaire. Je lui payais ses services, et quelle que soit la nature de mon mal, elle me prescrivait toujours le même traitement, 45 secondes d'étranglement. Quand elle s'absentait de l'école, il me semblait éprouver une satisfaction bien moindre à manger mon biscuit qu'à suffoquer entre ses mains. Chaque jour, au son de la cloche, je me précipitais dehors excitée. Rejoignant notre coin isolé, pleine d'appréhension, je l'attendais. À nouveau, en mon nom et celui d'Olivia, je tiens à remercier toutes les autrices et les auteurs pour leurs précieuses et généreuses contributions depuis la soumission de leurs textes jusqu'aux lectures d'aujourd'hui, qui donnent enfin corps au numéro. J'aimerais prendre une seconde pour répéter combien je me sens choyé d'avoir pu accompagner ces derniers textes, épaulé par une formidable coéquipière et entouré d'une si belle équipe. Je suis profondément touché par la confiance que j'ai sentie de part et d'autre. À tout le monde enfin qui a assisté à ce lancement virtuel, merci d'avoir été avec nous, merci pour votre écoute et pour vos commentaires. L'automne qui s'avance annonce le prochain numéro, le 166, qui va être piloté par Karine Rousseau et Nicolas Dawson, et qui a pour thème « Mais il ne suffit pas de se tenir debout sur l'autre rive du fleuve ». Par ailleurs, n'hésitez pas à consulter notre site web et à nous suivre sur les réseaux sociaux pour ne rien manquer des activités de la revue. Merci encore, portez-vous bien.